Ok, super. Donc bonjour à tous. Je suis contente d'être là aujourd'hui pour partager avec vous mes connaissances, ma pratique sur ce que l'hypnose peut apporter dans les problématiques et dans ce que vous désirez faire, dans votre désir d'être père, d'être mère, d'avoir un enfant. Donc moi je suis Marie-Laure Cazot, je suis hypnothérapeute, je pratique à Cagnes-sur-Mer et voilà, je voudrais vraiment vous expliquer comment ça peut vous aider. Voilà. Donc déjà, l'hypnose, il y a beaucoup de croyances, je vais être dure, mais archaïques, fausses sur ce que ça peut être. Ça a une image en France qui est très ancienne, ça existe depuis la nuit des temps. Et ici, on a l'impression que, en France particulièrement, parce que ça s'explique historiquement, parce qu'on a l'hypnose de spectacle, parce qu'il y a la médecine traditionnelle qui, ne pratiquant pas l'hypnose, a mis tout ce qui était médecine complémentaire de côté en l'excluant complètement et a complètement stigmatisé ce que pouvait être l'hypnose. Voilà. Donc ça, voilà. Après, on pourrait développer beaucoup plus. Dans plein de pays de par le monde, l'hypnose se pratique, aide pour l'infertilité ou pour la vie quotidienne, pour des mal-être, pour plein de choses. C'est ce qu'on appelle une thérapie brève. Donc c'est en thérapie brève, c'est-à-dire ou rapide, hein, parce que c'est pas ça n'existe pas. Ça, hein, ok. On reste dans la thérapie, c'est-à-dire qu'on va aller agir exactement là où il y a besoin. C'est-à-dire que c'est comme si chacun d'entre vous était un mécanisme de précision. Et on va mettre la goutte d'huile juste là où il faut, et pas ailleurs. Et c'est pour ça que c'est rapide. Et c'est pour ça que ça fonctionne aussi. Hein. Ce qu'on voit à la télévision en France, c'est le spectacle. Le spectacle, c'est pour faire du spectacle, pour faire du chiffre d'affaires, pour faire de l'audience. C'est pas dans l'intérêt des gens qui se retrouvent sur scène. Donc on se retrouve à voir des choses très difficiles de temps en temps. Maintenant, tout s'explique, c'est-à-dire que ce sont des gens qui se retrouvent engagés dans un processus. Ils sont venus à un spectacle pour faire de l'hypnose, pour vivre des choses, etc. Donc les gens qui arrivent sur scène sont des gens qui sont sélectionnés et qui ont choisi d'être sur scène et qui se sont engagés à vivre quelque chose. Au moment où ils sont sur scène, ils sont comme pris en otage. Et donc ils vont jusqu'au bout de ce qu'on leur demande. Voilà. Avec plus ou moins de plaisir. Voilà, en fonction de ce qu'on leur demande de faire. Voilà. En cabinet, ça n'a rien à voir avec ça. Okay. Bien évidemment, je tiens quand même à le préciser. On trouve de plus en plus à la télévision, on communique aussi de plus en plus sur l'hypnose dans les hôpitaux, pour tout ce qui est anesthésie, par exemple pour les opérations, pour tout ce qui est accompagnement sur les accouchements sans douleur, enfin voilà, sur énormément de choses. On trouve de plus en plus la médecine qui commence à utiliser l'hypnose et à se rendre compte et à s'ouvrir à d'autres techniques. En cabinet, comment est-ce que ça se passe? En cabinet, l'hypnose, c'est pas ça se fait dans le respect de l'individu. C'est vous qui avez la solution à l'intérieur de vous. C'est-à-dire qu'en aucun cas, le thérapeute ne connaît votre solution et ne vous connaît. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune prise de contrôle. Vous êtes totalement libre d'aller là où vous avez besoin d'aller. Le thérapeute en hypnose est là pour vous aider, pour vous accompagner. Comme un guide, mais vous seul décidez du chemin que vous décidez de prendre. Ça, c'est vraiment important. Tout se fait avec bienveillance, avec accompagnement, avec douceur. Enfin, ça dépend de la personnalité de chacun, mais en général, si on est thérapeute, on est dans ce cadre-là. Et autre chose d'important, c'est que ça fonctionne avec tout le monde, l'hypnose. Des fois, les gens m'appellent et puis disent « Non, mais ça fonctionne pas, ou ça va pas aller, ou c'est pas sur moi, moi j'ai trop de contrôle, je sais pas lâcher prise, je suis tout le temps stressée, enfin, etc. » Non, ça fonctionne sur tout le monde. Parce que l'hypnose est un processus naturel. C'est-à-dire qu'on est tous en état d'hypnose tout le temps. Quand vous regardez la télévision et que vous pleurez en même temps que le héros ou que l'héroïne, ou quand c'est les hommes et qu'il y a une bagarre et que vous êtes stressé à l'intérieur, je veux dire, on est en plein dans le film. Ce n'est pas la réalité, ce sont des acteurs, c'est dans un écran,
enfin, etc. Et pourtant, on est dans son canapé et les émotions, on les vit. Okay, parce qu'il y a un message qui est dans la télévision, qui rentre dans notre cerveau et qui fait croire au cerveau à la réalité. Donc le corps vit cette réalité. On est dans un monde de symbolique. Okay, ce qui se passe dans le cerveau est considéré comme vrai à ce moment-là. L'hypnose, c'est ça. L'hypnose, l'état d'hypnose, c'est comme quand vous êtes dans un bon livre, au cinéma, en train de regarder la télévision, en train de conduire sur un long trajet et vous avez l'esprit complètement ailleurs. Vous êtes complètement là et complètement ailleurs. Voilà. Mais c'est cet état de décalage qui permet des changements. Donc je vous expliquerai un petit peu ensuite comment ces changements se font, quoi. Voilà. Oui, donc je disais, des fois les gens, bah oui, mais non, mais ça a pas, je connais quelqu'un, ça n'a pas fonctionné pour lui, ou ça n'a pas tenu, ou ci, ou ça, etc. Okay. Pourquoi ça arrive, ces choses-là? Bah, ça arrive d'abord parce que c'était peut-être pas le bon moment pour la personne de changer. Parce qu'au final, elle n'était pas complètement décidée à changer. Parce que si vous n'avez pas envie de changer, ça ne changera pas. C'est vous qui êtes le moteur du changement. Okay. Nous, on est là pour accompagner. Moi, je ne vais pas marcher à la place des personnes pour monter et pour aller là où elles doivent aller. Okay. Voilà. Parce que c'est la stratégie qui n'est pas obligatoirement la bonne. Voilà. Dans mon métier, vous avez des gens qui vont s'attaquer de front au comportement. Typiquement, si on prend la cigarette, ça va être ok, bon voilà, vous allez arrêter de fumer, vous allez être dégoûté, vous allez être ci, vous allez être ça, mais non, non. Si la personne elle a ce comportement-là, c'est que ça répond à quelque chose chez elle. Tout comportement a une explication et est là pour vous rendre service à un moment donné. Ce qui se passe, c'est que ça vous rend service au départ sur du court terme et sur du long terme, ça vous dessert. Ok, donc c'est la stratégie, les outils utilisés et aussi et surtout, parce que c'est ce qui fait entre 60 et 70% du changement, c'est le rapport thérapeutique qui va se créer. Voilà. Et qui fait que vous allez être plusieurs, vous allez être accompagnés pour faire ce que vous avez besoin de faire, pour changer. Je suis en train de me remémorer mon plan. Ok. Alors, ensuite, il y a qu'est-ce que l'hypnose, comment ça fonctionne. Donc, je vous disais que c'était complètement naturel. L'hypnose, c'est donc un moyen de communication qui va justement permettre d'accéder à une partie de vous, qu'on appelle classiquement dans mon domaine la partie inconsciente. Cette partie inconsciente, c'est, on va schématiser, c'est comme si c'était votre instinct. D'accord ? Parce qu'on est composé de différentes parties. On a un cerveau, on a un corps, pour faire court. Et dans notre cerveau, il y a plein de parties. Et notre corps est composé de milliards de cellules. Okay ? Il y a des liens qui se font directement entre le cerveau et le corps. Dans votre cerveau, il y a différentes parties. Il y a une partie principale qui est une partie qui fabrique des pensées. Tout le temps, c'est une machine à fabriquer des pensées. Constamment, c'est un supraordinateur très intelligent, très logique, qui fabrique des pensées en fonction d'un logiciel préétabli. Ce logiciel, il a été déterminé par votre vie, vos expériences, votre éducation, vos croyances, les gens que vous avez rencontrés. Tout ça, ça fait votre logiciel et votre machine à penser et à fabriquer vos pensées. Il y a une autre partie qui est liée à ce qu'on appelle l'amygdale, c'est ce qu'on appelle aussi le cerveau reptilien, et l'instinct primaire, on va dire, pour faire plus simple, que nous, dans notre domaine, on appelle l'inconscient, en opposition, sauf qu'ils ne sont pas opposés avec donc, le conscient qui est le supraordinateur. Et la particularité de cet inconscient, c'est qu'il est extrêmement primaire, et donc il est comme un petit enfant. D'accord ? Donc on se retrouve dans notre cerveau avec une machine très évoluée, très intelligente, et puis un petit enfant qui essaye de communiquer ensemble puisque les deux veulent le bien pour vous et veulent que ça fonctionne pour vous, dans le même sens. La particularité de l'inconscient aussi, c'est qu'il est en lien direct avec le corps. Ça passe par rien d'autre, c'est immédiat. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose, il y a une réaction corporelle. Vous voyez quelque chose qui se passe dans la rue, vous allez ressentir de la peur, de la tristesse, de la colère. Immédiatement. Vous n'avez rien contrôlé, vous ressentez l'émotion à l'intérieur de vous.
il n'y a pas de réflexion. C'est là, c'est inconscient. Ça passe par les glandes surrénales, c'est un circuit très court. Ce qui explique en réalité qu'on a un cerveau et on a vraiment un corps. On vit dans une société où on a tendance, non pas à nous couper la tête, mais à nous couper le corps. En nous disant, ok, je pense donc je suis, on me dit, je vais faire ça, j'ai ça à faire, j'oublie le reste, j'oublie mes émotions, j'oublie mon vécu, je mets de côté, ça c'était pas grave. Et on relativise, on relativise, on relativise. Sauf qu'on a cette partie de nous à l'intérieur de nous, cet inconscient, voilà, qui lui enregistre tout ce qui se passe dans nos vies. Okay, et toutes les émotions que vous vivez, surtout quand elles sont importantes, qu'elles sont fortes, qu'elles sont désagréables, elles attendent une signification. Des fois, dans nos vies, on vit des choses qui sont tellement fortes que notre supraordinateur n'arrive pas à trouver des significations. Et ça reste coincé à l'intérieur de nous. Alors, notre inconscient, qui lui veut nous signaler qu'il nous est arrivé quelque chose, il va mettre en place des signaux d'alerte, qui vont être des douleurs, qui vont être des comportements, qui vont être des émotions, qui vont être tout un tas de choses qui sont là pour nous aider à continuer à avancer avec ce qui nous est arrivé, et puis également nous signaler, nous dire « Hey, moi j'ai pas eu d'explication là, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et ça crée comme des bugs en réalité dans le cerveau. Donc on continue à avancer, mais avec toujours ces bugs. Et donc dès qu'il se passe quelque chose dans nos vies qui rappelle ce premier bug, ça renforce le bug dans notre cerveau. Okay. Ça, c'est en gros le fonctionnement. Pour donner une image de ce qu'apporte l'hypnose, c'est comme si vous étiez un cocher d'une diligence ou d'un carrosse, que vous voulez, et que vous avez des chevaux. Et les deux chevaux que vous avez, c'est un poney, enfin pas un poney, mais un jeune cheval un peu fougueux, enfin complètement fou, qui fait en faire qu'à sa tête. Ça va être l'inconscient, d'accord. Et l'autre, c'est le cheval qui a l'habitude, qui est solide, sur qui on peut compter, etc. Et les deux, vous avez du mal à les faire aller dans la même direction, parce qu'ils ne parlent pas le même discours. L'hypnose, ça va permettre aux deux chevaux d'aller ensemble là où vous voulez aller. C'est-à-dire que ça vous permet de devenir maître de vous, de devenir maître de sa destinée, de devenir maître de son corps. Okay. C'est ça. Alors, on n'est pas dans le contrôle, dans la gestion. Souvent, j'entends, oui, mais je veux gérer. Non, mais il n'y a rien à gérer. Parce que ces deux parties, elles sont importantes pour vous. Votre inconscient, c'est votre instinct de survie. Lui, ce qu'il veut, c'est que vous viviez et que vous viviez bien. Donc, si on lui demande de se taire, ça ne va pas aller. Ça ne peut pas aller. On ne peut pas dire à quelqu'un qui vous veut du bien, tais-toi, je continue comme ça. Non, non, mais moi, j'ai quelque chose à dire. Et on se retrouve à l'intérieur de soi avec des conflits entre le conscient et l'inconscient. Et ça crée des tensions, ça crée des douleurs, ça crée des comportements, ça crée des gènes. Voilà, plein de choses qui sont embêtantes dans la vie de tous les jours, quoi. Ok, comment l'hypnose peut effectivement vous aider, vous accompagner dans le cadre de l'infertilité. L'infertilité, elle a plein de raisons. Donc ça peut être des raisons physiologiques, ok. Donc dans ces cas-là, c'est clair, vous ne seriez pas ici aujourd'hui. Et puis il y a un moment donné, on est dans un parcours, et puis il y a le gynécologue qui dit oui, mais là ce qu'il y a, c'est que moi je peux plus rien pour vous parce que normalement ça devrait fonctionner, quoi. Voilà. Il y a tout qui est là, je sais pas. On peut plus, voilà, ça fait 4 fois qu'on essaye, on peut plus vous accompagner, il va falloir trouver d'autres solutions. Et c'est là que les gens comme moi interviennent. Des fois, c'est même... c'est pas des fois, je trouve dommage que ça n'intervienne pas avant, parce que ça éviterait des parcours de soins, de santé, de piqûres, de douleurs, de détresse, de deuil, avec des fausses couches, enfin plein de choses qui vont derrière, parce que le corps et l'esprit ne sont pas prêts à recevoir l'enfant. Et je pense que c'est vraiment le message le plus important aujourd'hui que je veux vous faire passer, c'est celui-ci, c'est que l'hypnose, elle peut vraiment vous aider à préparer pour que vous soyez prêts complètement, parce que c'est pas tout de dire je veux. D'ailleurs, il y a plein de choses qu'on veut, on veut tous gagner au loto, c'est pas pour ça que ça se réalise, parce qu'il y a des choses à faire pour ça, même si là, on est quand même dans du réalisme, dans le fait d'avoir un enfant, hein, d'accord. Mais il y a des équilibres à trouver, il y a des choses à guérir, il y a des blessures à penser, il y a plein de choses à mettre en place pour que
le bébé puisse être là, puisse être accueilli. Okay, et ça se passe aussi bien chez l'homme que chez la femme. Okay, parce que ça dépend des couples, ça dépend où chacun en est, de son histoire, ça dépend même du couple. Voilà. Je vais vous donner des exemples pratiques donc, de personnes que j'ai reçues dans ce cadre-là, qui m'ont été envoyées donc, par leur gynécologue après des parcours de PMA qui n'ont pas abouti, pour imager, voilà, vous puissiez vous rendre compte d'une infertilité, quelles peuvent être les origines d'une infertilité. Parce que le corps, par l'inconscient, va avoir son propre moyen de réagir et de refuser la grossesse. Voilà. Quel que soit votre désir et votre envie, voilà, au plus profond de vous, cette envie de devenir père, de devenir mère, mais il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur de vous. Okay. Voilà, moi je me souviens d'une... Alors moi ça fait à peu près 1 an que je reçois des gens sur cette thématique-là en particulier. On est sur des processus qui, enfin vous le savez, on est sur des processus qui sont quand même sur du moyen terme, hein, parce que c'est pas juste toujours comme ça. Il y a des choses à débloquer, à remettre en place, à rééquilibrer. Et le travail, c'est de reconstruire la personne. Voilà. De reconstruire son identité. C'est comme si la vie l'avait façonnée d'une manière qui avait donné cette infertilité, et on va aller enlever tous les coups qu'elle a pu recevoir pour refaire la personne qu'elle a envie d'être et réparer ça de manière à ce que la grossesse puisse être possible. Je me souviens d'une jeune femme, 27, 28 ans à peu près, qui, voilà, depuis 3 ans, elle a tout essayé, impossible. Alors le médecin lui dit fini. Oui, bon alors, elle est venue vers moi d'ailleurs dans ce cadre-là parce qu'elle avait un peu de surpoids. Ok, bon, je dis bon, d'accord, parce que ça diminue les possibilités, la fertilité aussi, hein, l'excès de poids. Et typiquement, quand j'ai vu cette jeune femme, donc je ne vais pas vous raconter toutes les histoires en détail, ça ne se fait pas, c'est privé, voilà, mais c'est vraiment pour vous expliquer le mécanisme de l'inconscient. Et donc il y avait une impossibilité de devenir mère, ok, et même d'être enceinte. Hein. C'est une jeune femme qui n'avait jamais connu ça. Et à travailler ensemble, il s'est avéré qu'elle, par rapport à son histoire, hein, là, en l'occurrence, il s'agissait d'abus pendant l'enfance. Elle était restée dans le fait de ne pas devenir femme. Okay. Voilà. Donc, il y avait une partie d'elle qui était restée enfant. Okay. Comment est-ce qu'une femme peut devenir mère en restant enfant? C'est impossible. Il y avait une partie de son corps qui ne pouvait pas faire ça, puisqu'elle n'était pas complètement femme. Okay. Donc, en travaillant au niveau thérapeutique sur, effectivement, son histoire, elle a pu grandir. Elle a pu grandir et je suis vraiment contente pour elle. Effectivement, elle a, alors pour le moment ça n'a pas encore abouti, mais ça avance, c'est-à-dire qu'elle est tombée enceinte. Alors il y a une fausse couche, ok, parce qu'elle avait un sentiment d'instabilité. On a ensuite travaillé sur l'instabilité. Il y a différents paramètres en tout cas, mais je me souviens de cette fois-là où elle est arrivée, où elle m'a dit « Mais Marie-Laure, c'est la première fois de ma vie que je suis enceinte. Je pensais que c'était impossible. Toute seule, sans rien, comme ça. Juste moi, avec mon corps, quoi. » Voilà. Voilà, ça c'est le genre de choses que permet la thérapie. Je me souviens d'une jeune femme un peu plus âgée, elle avait un petit peu plus de 40 ans, où elle, par rapport à son histoire, elle avait cette croyance très, très limitante qu'elle était dans l'incapacité physiologique de donner naissance, de faire un enfant. Voilà. C'était par rapport à une éducation qu'il avait rabaissée. Toute sa jeunesse, toute son enfance, elle a été rabaissée dans sa capacité à faire. Donc si effectivement elle est dans l'incapacité de faire, elle est aussi dans l'incapacité de faire un enfant. Voilà. Donc pareil, on travaille sur les choses pour que les choses se fassent. Il s'est passé la même chose pour cette femme-là aussi. Il y a aussi les hommes. Par exemple, les hommes, je me souviens d'un monsieur qui, lui, comme la première jeune femme dont je vous ai parlé, c'est-à-dire que pour d'autres raisons, il était resté un petit garçon, quoi, à l'intérieur de lui. Il n'arrivait pas à trouver sa place d'homme.
comment devenir père quand on n'arrive pas à s'imposer? Comment accepter qu'à un moment donné, on va pouvoir protéger quelqu'un quand on ne sait déjà pas se protéger soi-même parce qu'on se considère comme un enfant? Voilà, donc je pourrais vous parler encore de plein de cas comme ça. Donc ça, voilà, ça c'est tout le travail qu'on fait en cabinet. Il y a aussi tout le travail par rapport à tous les suivis que vous avez eus, hein, c'est-à-dire que des fois il y a eu des fausses couches, il y a eu des déceptions, il y a eu des douleurs, il y a eu des stress. Il y a eu tous ces espoirs qui ont été envolés à chaque fois. Cet espoir, j'y crois, et puis un jour, il n'y a plus rien. Il y a tout ce qui se passe dans le corps de la femme, de tout ce qu'elle vit, etc. Et il y a tout cet accompagnement-là aussi pour mettre une compréhension et pour, je dirais, pour soigner tout ce qui s'est passé dans ce corps, dans cet esprit, dans ces émotions, dans le couple aussi, pendant toutes ces années qui ont été des années d'espoir et de souffrance et voilà, et comme ça, de manière à pouvoir avancer sereinement dans l'avenir, sans traîner tout ce bagage-là qui est lourd et douloureux. Voilà. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on fait en cabinet. Et il y a aussi les aspects accompagnement, effectivement, c'est-à-dire que quand il y a un transfert, quand il y a des dons d'ovocytes, enfin, etc., il y a une préparation mentale à ça, parce que cette préparation mentale-là va préparer le corps aussi, pour que le corps, le couple, la femme ou l'homme soit prêt à ce qui va se passer. Okay. Et ça me fait penser à un exemple que je n'ai pas donné aussi, c'est aussi toutes les croyances par rapport, je pense aux femmes, hein, c'est toutes les croyances, mais ça pourrait aller aussi vers les hommes, c'est toutes les modifications du corps, sur les accouchements, sur qu'est-ce que c'est être mère, sur oui mais j'ai pas envie de faire un enfant et de transférer l'éducation que j'ai eue, et d'être pareil que mes parents ou pareil que des exemples que j'ai. Enfin, voilà. Donc il y a aussi toutes ces choses-là sur lesquelles on travaille, de manière à arriver vierge, en réalité. Vierge pour pouvoir accueillir l'enfant. Quoi. Voilà. Pour que le corps, en association avec l'esprit, et en association à ce que vous voulez, puisse permettre la grossesse. Quoi. Voilà. Pratiquement, ensuite, comment ça se passe? Donc, je vous disais, on est sur des thérapies qui sont rapides. Donc, moi, en général, les gens, je les rencontre moins de 10 fois. Hein. Donc, après, ça va dépendre du parcours de chacun, de la vie, de là où en est la personne, de ses demandes. Et, voilà. Donc, voilà, on est à peu près environ à 5 fois. Mais ça dépend, voilà, spécifiquement parce qu'on va travailler au niveau identitaire. C'est-à-dire que quand, au fur et à mesure de la vie, on se construit, on se penche. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous remettre droit pour pouvoir avancer complètement dans la vie. Hein. Voilà. Et puis, on va travailler également sur les aspects temporels, c'est-à-dire effectivement, il y a le passé, mais il y a ce qui se passe dans le présent, qu'est-ce qu'on est en train de vivre en ce moment, qu'est-ce qu'on vit dans son couple, qu'est-ce qu'on vit dans son rapport à l'autre, qu'est-ce qu'on vit par rapport à son travail, par rapport à son corps, par rapport à sa famille, par rapport à ses perceptions, à ses représentations de qui on veut. Et puis, il y a le futur. Quels parents on a envie d'être, comment on vit cette notion de parent, comment on vit ce qui va arriver, comment on l'imagine puisqu'on ne le vit pas. Hein. Parce que la seule chose qui existe, c'est ce moment-là, c'est juste là, maintenant, qui existe. Tout le reste, ça n'existe plus pour ce qui est du passé. Et pour ce qui est de l'avenir, on ne sait même pas. Il n'existera que quand il sera le présent. Voilà. Donc ça, ce sont les choses qui se passent. Mon objectif vraiment aujourd'hui, c'était de vous donner de l'espoir sur le fait que rien n'est arrêté, que ça peut changer, qu'il y a d'autres possibilités, qu'il y a d'autres chemins à prendre. Voilà. Et que l'hypnose, ça peut être ce chemin-là pour vous. Voilà. Et c'est là-dessus vraiment que je voulais communiquer avec vous aujourd'hui. Voilà. Merci de votre écoute.